La Convention de 1963 inaugure une nouvelle ère dans laquelle le Maroc deviendra officiellement un pays pourvoyeur de main-d'œuvre, destiné à travailler dans les mines de charbon de France de la fin des années 1950 à la fin des années 1970. Plus de 40 000 retraités français jouent chaque année aux oiseaux migrateurs. Ils sont de plus en plus nombreux. Mireille tombe amoureuse du Maroc. Elle gère restaurants et hôtels dans toutes les grandes villes du pays. Mais c'est à Dakhla qu'elle choisit de s'installer, pressentant avant d'autres le potentiel de ce lieu étonnant. On a un voyage au Maroc et au Maroc on doit trouver des missions économiques et on peut apporter un service donc à des entreprises françaises qui souhaitent aller étudier quelque chose au Maroc. Un petit peu la sensation d'être au bout du monde, dans le désert et loin de la civilisation, et ça c'est très agréable. Et avec un super confort. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Dimam Ghalib Stories. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a quelques mois, cette chaîne comptait 250 abonnés. Aujourd'hui, on se rapproche plutôt des 5000 et j'en suis ravi. Alors, pas seulement pour la quantité, mais surtout pour la qualité de nos échanges. La fierté de cette chaîne, c'est d'avoir des échanges constructifs, objectifs, avec des avis différents. Ça, c'est pas un problème, mais surtout beaucoup de respect dans nos échanges parce que nous avons tous un but commun, c'est le développement du Maroc et surtout le bien-être de ses concitoyens. Pour ceux qui connaissent la chaîne, donc vous savez que le concept c'est de mettre en ligne chaque samedi à 20h heure française un sujet qui touche les préoccupations des Marocains qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis vous avez remarqué que de temps en temps, en milieu de semaine, je rajoute une capsule vidéo comme aujourd'hui pour traiter soit de l'actualité, soit parce que je trouvais qu'il y avait un sujet intéressant à partager avec vous. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc le sujet qui me semblait vraiment intéressant à partager avec vous, c'est ce phénomène que personne n'a encore vraiment évoqué, qui est cette migration inversée. Il y a quelques années, c'était les Marocains qui migraient vers la France. Eh bien aujourd'hui, on a une migration dans l'autre sens. Ce sont les Français qui migrent au Maroc pour s'y installer. Et il y a pas mal de Marocains aussi qui étaient résidents en France, qui rentrent dans le pays natal ou le pays des racines. Alors, qu'est-ce qui explique cette évolution migratoire? Qu'est-ce qui explique ce changement de paradigme? Parce qu'on va le voir, oui, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la perception des Français du Maroc et des Marocains qui a complètement changé au fil du temps. Et puis, pourquoi la diaspora marocaine monte au créneau aujourd'hui pour défendre le drapeau marocain et parfois pour rentrer, pour y investir, s'y établir et contribuer à l'essor de ce pays. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de migration de Marocains en France et ça depuis le protectorat parce que le protectorat français a engagé pas mal de Marocains pour renforcer ses troupes militaires. Ensuite, la France a fait appel à de la main-d'œuvre parce qu'elle en avait besoin, notamment pour les mines et dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est là où je suis, donc je connais pas mal de gens qui ont travaillé dans les mines. Puis il y a eu une vague migratoire des Marocains qui sont partis faire des études en France. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que la vision qu'on avait des Marocains de l'époque n'est plus la vision que les Français ont aujourd'hui de nos concitoyens. Alors, à l'époque, dans les années 70, et moi je vous cache pas que quand j'ai vu un peu ce qui se passe au Maroc avec les migrants subsahariens, ma première réflexion a été de me dire finalement, je comprends ces Français. Dans les années 70, quand je suis venu, quand ils voyaient des hordes d'étrangers débarquer en France ou quand ils voient des ghettos, parce qu'il y avait un problème de ghettoisation qui était très mauvais en France. On mettait tous les ouvriers qui venaient du Maghreb, que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, on les parquait dans des HLM et du coup, ça fait des ghettos et ils étaient très visibles. Moi, j'ai vécu à Villeneuve d'Ascq, c'est une ville qui est à la banlieue de Lille, dont le maire, à l'époque, avait décidé d'imposer des quotas d'étrangers dans les quartiers.
Et il a été très contesté, mais finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est lui qui avait raison, parce que bon, on avait à peu près 5-10% d'étrangers par quartier, et c'était beaucoup moins visible, ils étaient plus intégrés, et on pouvait pas dire qu'ils pouvaient foutre la zizanie comme on le voit aujourd'hui au Maroc. Quand vous voyez des hordes de subsahariens, s'ils étaient très dispersés, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Je pense qu'il faut s'inspirer un petit peu de l'histoire de l'immigration pour résoudre le problème des subsahariens. Mais ça, c'est un épisode à part. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attelle de manière un peu plus approfondie. La perception des Français qu'ils avaient des Marocains, bon, d'abord à l'époque ils mélangeaient tout le monde, hein. Que ce soit Marocains, Algériens, Tunisiens, pour eux des Arabes c'est des Arabes, point barre, ils faisaient pas la différence. Aujourd'hui, il faut une grande différence, et il faut une grande différence parce que il y a eu un contexte entre l'Algérie et le Maroc, et les Français ont des visions très différentes des Marocains et des Algériens. Moi, quand je suis arrivé dans les années 70, j'ai sillonné l'Europe pour découvrir un peu les différents pays, et quand je suis arrivé un jour en Angleterre, à Londres, j'ai posé la question à un Anglais. Je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez des Arabes? Et sa réponse était surprenante. Il m'a dit, quand je vois un Arabe, eh bien, je vois un baril de pétrole. Eh bien, vous imaginez, parce qu'en fait, eux, chez eux, en Angleterre, ils avaient beaucoup plus d'Arabes du Moyen-Orient, et ce qui fait, ils avaient une vision de riches. Ils n'avaient pas la vision que la France avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, qui pour eux, qui étaient juste des gens bons à nettoyer les rues et à faire des métiers de subalternes. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les Marocains sont beaucoup mieux considérés qu'avant, où ils faisaient partie de tous ces migrants qui étaient un peu dénigrés? Il y a énormément de facteurs très très subtils. Il n'y a pas longtemps, j'avais suivi une formation de top management, vous savez, donc il y a des formations de managers, même si vous êtes diplômé, que vous êtes en activité, et ben ça vous permet de toucher un petit peu l'excellence en termes de management. Et donc on était une dizaine de participants, 8 Français, un Maghrébin et votre serviteur, le Marocain que je suis. Et à un moment donné, le formateur nous a fait faire un exercice pour se présenter. Donc il fallait être en binôme par deux, et la question c'est qui es-tu? Alors j'avais mon binôme, un Français, qui me dit « Habib, qui es-tu » Je lui dis « écoute, je suis Habib, j'ai eu la chance de naître à Marrakech, la ville des Lumières, et puis voilà, je vais continuer un petit peu à me présenter pour donner un peu mon parcours. » Ce qui m'avait interpellé, c'est que l'autre Maghrébin, quand on lui a dit « Qui es-tu ?», à aucun moment il n'a présenté ses origines. Alors, et on a vu que le Français qui était en face de lui était un petit peu embêté. Il n'arrêtait pas de pousser, dire mais Jalil, qui es-tu? Bon, il s'appelait Jalil. Qui es-tu? Le gars, il n'arrête pas de dire j'ai une famille, je fais ci, je fais ça. Enfin, il ne parlait que de sa vie en France, et à aucun moment on n'a su d'où il venait. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris, parce qu'on avait déjeuné ensemble et je lui ai posé la question au catimini, que j'ai appris que c'était un Algérien. D'ailleurs, c'est cette histoire qui m'a inspiré et par laquelle j'ai commencé mon premier livre, Pub et Culture, où j'essayais d'expliquer les différences culturelles entre la vie en France et la vie au Maroc. Cette attitude des Marocains, qui n'ont pas à rougir de leurs origines, a beaucoup joué dans le fait qu'à un moment ou à un autre, les Français se rendent compte que ces Marocains, ils sont quand même corrects, ils font de mal à personne. Ce qui a aidé, bien évidemment, c'est depuis le Qatar. Vous imaginez le Qatar, là, le Maroc a brillé avec les lions de l'Atlas, et ça, je peux vous dire, c'est grâce à l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI. Je ne le dirai jamais assez. Notre roi, Sa Majesté c'est lui qui a impulsé tous ces grands projets. Et ces grands projets que l'on voit fleurir partout à coups de millions de dollars, de milliards de dollars, eh bien, c'est grâce à lui. Donc, le Maroc est en train de se développer à une vitesse phénoménale au niveau des infrastructures, au niveau de l'investissement, au niveau de l'industrie. Ce qui manque, et il l'avait dit dans son dernier discours, c'est qu'on développe aussi la partie humaine. Et ça, on va y revenir dans l'épisode de samedi prochain. Donc, il y a cette évolution du Maroc fulgurante, il y a la médiatisation de cette évolution qui a joué, il y a la diaspora marocaine qui est montée au créneau et qui défendait le drapeau marocain. Vous avez aussi les artistes et les créateurs marocains, notamment avec le Kaftan Week que j'ai vu, qui est fabuleux. Donc, on n'a rien à envier à tout ce qui se passe dans le monde par rapport aux créateurs.
Eh ben, bravo à ces créateurs qui ont fait des événements extraordinaires. Moi, j'ai vu ça sur le net, ça m'a complètement bluffé. Alors, que ce soit à Marrakech ou ailleurs, c'était toujours magnifique. Et ça, tous ces événements, ces actions mises côte à côte, ils ont permis de faire en sorte que l'image du Maroc s'est développée positivement dans le monde. Alors oui, vous avez découvert votre serviteur à la guitare. Bon, il s'avère que je joue un peu de guitare, mais cette histoire est intéressante parce que ça va expliquer ce virage subtil de la perception des Français par rapport aux Marocains. Vous savez, depuis un moment, on assiste à des semaines du Maroc. Le Maroc est à l'honneur au Salon du Livre. J'ai déjà fait un sujet là-dessus. Le Maroc est à l'honneur au Salon de l'Agriculture et j'en passe. Donc, dans tous les événements publics français, le Maroc est de plus en plus mis à l'honneur. Mais ce qui est intéressant dans cette espèce de métamorphose psychologique et sociétale, c'est que le Maroc est à l'honneur maintenant dans des événements privés. Et ça, c'est vachement important parce que c'est même plus important que les événements publics qui sont organisés où il y a un côté politique derrière. Là, ce sont des initiatives privées des Français qui disent « je veux honorer le Maroc ». Et c'est le cas d'une soirée estivale que l'on organise au sein de l'agence depuis 15 ans. Alors, pour la petite histoire, c'est une dame, une architecte qui est venue me voir, Pascaline Mianet, un jour, donc il y a 15 ans, pour faire son logo, ses cartes visite, pour lancer son cabinet. Et je lui dis, Pascaline, je pense que ce serait bien d'organiser une soirée d'inauguration. Bon, elle était tout seule quand elle s'est lancée. Aujourd'hui, elle a toute une équipe 15 ans après, mais il m'a dit toute seule, un cabinet, organiser un événement, pourquoi? Et je dis, faut nous faire confiance et effectivement on a organisé la première soirée. Il y a une 60aine de convives dont des proches de la famille mais des contacts professionnels. Eh bien, figurez-vous que dès cette soirée d'inauguration, elle a décroché ses 2 premiers contrats. Des contrats effectivement d'urbanisme, d'architecture qui étaient très intéressants et ça l'a complètement lancé. Depuis, elle ne voulait plus lâcher le morceau. Elle m'a dit, Habib, on va organiser chaque année une soirée estivale oblique. Et c'est comme ça que ça fait 15 ans qu'on organise sa soirée estivale. Eh bien, je vous parle de ça parce que cette 15e édition qu'on vient de faire cet été est incroyable parce qu'elle m'a dit, je voudrais organiser cette soirée sur le thème du Maroc. J'ai dit, pourquoi le thème du Maroc? Parce qu'elle suit une formation justement de top management et dans cette formation, ils ont décidé, plusieurs entrepreneurs, de faire une mission à l'étranger. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme pays? Je vous le donne en mille, le Maroc. Et alors, ils vont partir au mois d'octobre. Et donc, ça, c'est génial déjà que le Maroc soit choisi parmi des centaines de pays dans le monde pour aller faire une mission d'entrepreneuriat ou de business ou de formation. C'est quand même extraordinaire. Pour faire une soirée en France sur le thème du Maroc avec des Français, je peux vous dire que c'est un cap qu'on est en train de passer. C'est un cap parce que avant déjà quand on parlait arabe, on nous regardait un petit peu bizarrement. Là non, là il n'y a pas de souci. Eh bien on a poussé le bouchon un peu loin parce que cette soirée d'habitude, on animait avec mes équipes des ateliers dans cette garden party, des ateliers d'architecture. On leur donne du papier, des crayons, des stylos, de la peinture et ils ont un thème et ils créent des maisons écologiques, etc. Et on s'est dit, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour le Maroc, là, le thème du Maroc, je leur donne quoi? Et qui mettent une mosquée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et l'idée qu'on a eue, c'était de faire un challenge du thé. Et ça, c'est extraordinaire. Ils ont adoré, c'était ludique. Celui qui allait gagner, c'est celui qui allait savoir lever la théière le plus haut possible sans renverser. Et c'était rigolo, c'était sympa. Et je remercie au passage la marque Magmer de thé qui nous a sponsorisé la soirée. Alors, je sais pas si cette marque existe au Maroc, mais en tout cas, elle est en train de cartonner en France parce qu'elle est très raffinée. Vous savez, quand vous faites du thé à la menthe, souvent le thé, il y a une espèce de poussière. Et celle-là, vous avez rien. Vous n'avez même pas besoin de nettoyer le thé avant, vous savez, pas besoin de chiller l'eau, donc pas la peine. Et puis le goût est fabuleux de cette marque. Eh bien, tout le monde a apprécié parce que on a distribué effectivement, ils sont tous repartis avec des boîtes de thé. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est de dire, vous voyez, on a passé un cap.
ça devient vraiment intéressant de parler du Maroc, de parler du thé, de ses traditions. Et puis votre serviteur, bien évidemment, quand on a touché un peu mon pays, quand on a touché le cœur de mon âme, j'ai donné de ma personne et j'ai demandé au groupe de jazz qui vient tous les ans de jouer avec moi. Et vous savez quoi, Lilith Will de Younes Megri. Bon, c'est une chanson que je maîtrisais plus ou moins, donc on l'a fait à l'arrache, on n'a pas répété du tout. Et écoutez, tout le monde a adoré parce que ça donnait encore une touche encore plus marocaine que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà pour cette histoire, et il y a d'autres soirées qu'on est en train d'organiser que je vois un peu partout, notamment bientôt à Amiens, des soirées marocaines sur le défilé de caftan justement, et ça c'est un cap que la France est en train de franchir. C'est un cap que les Français perçoivent le Maroc à tel point et le perçoivent positivement, c'est que maintenant ils vont même aller y vivre. Vous imaginez? Donc on a une migration dans l'autre sens. Ce ne sont plus les Marocains qui partent en France, ce sont les Français qui partent au Maroc. Et les Marocains résidant en France, ils ont aussi une réaction extraordinaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce rapport, il est établi que clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Eh bien, vous venez de voir Monsieur Retailleau, Premier ministre français, qui parle d'entrisme, entrisme islamique. Je vais vous dire, ce mot, il y a personne qui savait ce que c'était. Donc c'est un terme qui a fait débat en 2025 en France, et c'est incroyable. Effectivement, j'ai émis des critiques pour le gouvernement marocain, mais la France n'est pas mieux. L'État français est tellement aux abois qu'il commence à faire n'importe quoi. Alors je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cas où il y a des sociétés qui ferment à cause des pressions fiscales, vous ne pouvez pas imaginer. Ça, j'en parlerai, mais peut-être dans d'autres chaînes qui sont plus dédiées à l'entrepreneuriat. On voit de plus en plus de radars partout parce que ça rapporte. Oui, figurez-vous que ça rapporte. Et puis dernièrement, là, on tombe des nues quand on voit dans 3 villes, Montpellier, Lyon et Nantes, il me semble, il y a des rues maintenant où il est interdit de péter. Vous imaginez? Si vous pétez, eh bien, vous payez 68 € d'amende. Et dites-vous bien que même ceux qui pètent discrètement, qu'on peut pas les voir, eh bien, il y a une intelligence artificielle qui va vous détecter, qui va vous prendre en photo. Enfin voilà, bon, ça c'est pour rigoler, mais pour vous dire que c'est du même niveau que cette histoire d'entrisme. C'est quoi cette histoire d'entrisme? Comme c'est l'extrême droite qui l'emporte, comme le Rassemblement national, donc a le vent en poupe en France, et que les Français deviennent de plus en plus nationalistes, mais c'est pas seulement France, donc ça c'est un effet de crise économique, on pourra en parler un jour. Tous les pays qui subissent des crises économiques deviennent de plus en plus nationalistes parce qu'il faut un bouc émissaire. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, de l'étranger. Voilà, donc ce qui fait que la France s'est radicalisée à droite, il y a quand même une espèce de jalousie des politiques français qui se disent ce pays-là qui était un protectorat à l'époque est en train de nous dépasser. Donc tout ça, ça jouait en même temps, et en même temps les politiques ils sont paumés. Ils cherchent à se dire tiens, je vais être encore plus extrême que l'extrême pour attirer des électeurs. Eh bien, c'est là qu'on a vu Monsieur Retailleau qui se prépare certainement pour les présidentielles et qui a sorti ce terme d'entrisme. Alors, ça veut dire quoi l'entrisme? Eh bien, ça veut dire quand t'es gentil, t'es sympa, tu respectes les règles républicaines de la France, tu respectes la France, tu parles sa langue et tu suis ses coutumes. Eh bien, ça va pas non plus parce que pour eux, c'est juste une ruse pour qu'on prenne le pouvoir dans ce pays et influencer les Français. C'est ça l'entrisme. Alors, toutes ces prises de position, tous ces discours effectivement radicaux, eh bien, ils ont poussé les Marocains et même les binationaux à préférer le Maroc à la France. Et c'est pour ça que la diaspora marocaine est montée tout de suite au créneau.
C'est pour ça que maintenant, eh bien, les Marocains, celui qui s'appelle Mohamed, il dit « je m'appelle Mohamed ». Donc il l'appelle, c'est-à-dire qu'on assume notre marocanité, on assume notre prénom, on assume nos origines, et c'est pour ça qu'on parle en arabe. Souvent, on parle en arabe et on n'a plus peur de se dire « tiens, il va y avoir le regard de tel ou tel ». Donc il y a une espèce de réaction inverse des Marocains résidant en France qui assument au contraire leur marocanité, parce que à partir du moment où ils ont été pointés du doigt, bah forcément donc ils se rabattent sur leurs origines. Et comme j'ai toujours dit, les Marocains ont une espèce de caractéristique, c'est-à-dire le Marocain, il est humble à l'extérieur, c'est-à-dire très gentil quand tu le vois, mais il est très fier à l'intérieur. Si tu le touches dans ses fondements, eh bien, il sort les griffes du lion qui sont maillées en nuit. Donc c'est comme ça que je résume souvent les Marocains, et peut-être parce que je suis un peu comme ça. Donc. Même les Marocains qui sont nés en France de parents marocains, eh bien, eux aussi, ils bataillent pour le drapeau marocain. Donc même quand il y a un match, s'il y a un match demain entre la France et le Maroc, ils vont être pour le Maroc. C'est incroyable. Donc cette marocanité est positive, et j'espère que nos politiques, en tout cas, je sais pas ce gouvernement si c'est le même qu'on aura aussi, ou si on aura d'autres, j'espère qu'à un moment ou à un autre, ils vont comprendre que les Marocains résidant à l'étranger ne sont pas des rivaux. Donc je crois qu'il y a des ministres qui nous prennent pour des rivaux. On n'est pas des rivaux. On va pas prendre votre place. On va pas bouffer votre pain. On est là pour vous aider. Et je trouve que c'est stupide de ne pas prendre non plus cette main tendue des Marocains résidant à l'étranger qui sont là pour vous aider. Et de toute façon, ils continueront à batailler pour ce drapeau marocain, parce que ce royaume, on l'a dans la peau. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, je vous le dis et je vous le redis, c'est grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, parce que franchement, le boulot qu'il a fait, c'est inimaginable. Je ferai certainement un sujet là-dessus, parce que on le voit peut-être un peu moins aujourd'hui que dans les discours, mais regardez, depuis qu'il est dans le règne, qu'est-ce qu'il a sillonné le Maroc et le monde, et qu'est-ce qu'il a suivi comme projet. Mais il peut pas être derrière tout le monde. Donc aujourd'hui, j'espère que les choses vont s'arranger et qu'on aura des gens assez intelligents pour penser aux citoyens. Alors, il y a une inversion de la migration, c'est le constat aujourd'hui, et c'était le sujet aujourd'hui. Sauf qu'il y a une différence. Donc, c'est-à-dire que les Marocains, quand ils ont quitté le Maroc pour aller en France, ils sont partis chercher une vie de labeur. Alors que les Français qui ont quitté la France pour aller s'installer au Maroc, eux, ils sont venus chercher une vie de rêve. C'est ça la différence essentielle. Eh bien, voilà de quoi méditer pour les sujets à venir. Et en tout cas, il y en a un qui va être très intéressant samedi. J'espère que j'arriverai à le poster à l'heure comme d'habitude à 20h. C'est le plus grand défi du Maroc d'aujourd'hui. Donc, on va oublier les grands défis que vous avez vus. Eh ben, je vous le donne en mille. Le plus grand défi du Maroc, c'est-à-dire le plus gros chantier qu'on a aujourd'hui, c'est l'humain. Voilà notre sujet pour samedi prochain. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vue sur mer comme ça, jamais j'aurais pu me le permettre. Jamais. C'est vrai que moi je gagnais très bien ma vie en France. À un moment donné, jusqu'au jour où on nous dit au revoir, vous êtes trop vieille. Ça c'est pas bien. On n'est jamais trop vieux. أي حلم ماشي بعيد ديما مغريب قلبي سعيد ديما مغريب نرفع الأعلام ديما مغريب نهتف للأمان